Olivier Faure, pourquoi pas par exemple un Raphaël Glucksmann? Moi, j'ai plusieurs hypothèses dessus. Olivier Faure est une possibilité, parce qu'en fait, ce serait la chose la plus simple, parce qu'en fait, ce qu'a besoin Emmanuel Macron, s'il nomme un socialiste à Matignon, donc s'il va vraiment dessus, c'est de récupérer l'ensemble des députés socialistes, parce qu'il faut quand même le rappeler, on a une arithmétique qui fait qu'on a besoin de l'ensemble des députés socialistes qui votent, mais que même avec les LR, on n'a toujours pas de majorité absolue. Donc, Et Glucksmann est plus clivant que Olivier Faure à ce Moi, niveau-là? justement, moi, je pense que Olivier Faure apparaît comme une solution de simplicité. Je pense que Glucksmann peut brasser plus large Ah, et qu'il a un positionnement qui est plus compatible parce que je pense qu'il y a plus d'écolos qui préfèrent voir Glucksmann pour des questions d'enquête d'opinion, etc. Et qu'ensuite, après, il peut avoir moins de LR qui soient hostiles en raison de ses positions sur l'Ukraine, en raison de ses positions sur Israël. Et puis, il a quand même une capacité d'ouverture en termes de dialogue qui est moins fermée que celle d'Olivier Faure, qui a besoin de montrer qu'il reste toujours de gauche. Donc ça, moi, je pense que ça, c'est l'incompatibilité d'Olivier Faure. Après, autre point, je n'exclus pas que Macron nomme soit quelqu'un de la société civile, soit quelqu'un complètement en dehors des partis, avec deux types d'options en tête. La première, c'est une option d'un type financier, quelqu'un comme Moscovici, mais qui n'est pas Moscovici, donc un Lombard, un Moscovici ou un Didier Migaud. oui, parce qu'il est quand même marqué à gauche. Il est quand même marqué. Ancien PS. En fait, quelqu'un qui est marqué à gauche, mais qui est plus dans les arcanes du Parti socialiste. Plutôt soit quelqu'un comme ça, soit il fait un coup. Et moi, je lui recommande pas de faire. Je lui recommande. Je me dis, c'est une option. Il aime bien faire des coups. Il aime bien faire des coups. Moi, je pense que la meilleure option pour bloquer tout le monde au regard de la coalition actuelle, c'est de mettre De Villepin à Matignon. En fait, je pense que c'est la meilleure option parce que pour moi, il bloque LFI. C'est-à-dire que je vois pas LFI censurer de base Dominique de Villepin. Je vois pas la gauche non plus censurer de Villepin. Ni les LR. Et en fait, je vois pas les LR pouvoir assumer dans l'opinion censurer leur ancien Premier ministre directement. Donc pour moi, le meilleur coup tactique pour Macron, c'est Villepin. Le problème qu'il a, on en parlait avec Roland Quérol, donc je lui rends sa paternité de son idée, c'est qu'en fait Macron est disruptif sur les idées, mais qu'il n'est pas disruptif sur les nominations, donc je ne sais pas s'il osera le faire. Et les écologistes, dans tout ça, on va écouter. Il y a deux problèmes sur cette nomination, c'est qu'il faudrait que Macron accepte et que Hollande accepte. Et je pense qu'aucun des deux ne veut le faire, parce qu'en fait, ça reviendrait à un vieux couple. C'est un peu le père tué par le fils qui reviendrait. Ça paraît compliqué. Ouais. Et même si François Hollande peut être joueur, il est quand même assez calculateur pour savoir que la difficulté majeure en fait, de mener un socialiste, c'est qu'en fait, tous les socialistes et tous les écologistes ne veulent pas y aller pour une raison simple, c'est qu'ils ont besoin de garder l'union de la gauche. Mais que pour avoir une majorité au Parlement, il faut s'ouvrir aux macronistes. Donc ça veut dire effectuer de ce qu'on appelle pour eux des reniements ou de ce qu'on appellerait des sociotraites sur la réforme des retraites, le déficit budgétaire et un certain nombre de mesures qui apparaissent comme anti-NFP, anti-coalition NFP. Et c'est ça, en fait, toute la coalition qui fait que c'est difficile d'imaginer un socialiste pur jus qui a des ambitions présidentielles aller là. C'est pour ça que moi, je partais plutôt sur quelqu'un qui était ancien socialiste et plutôt en retrait comme Moscovici, mais ce ne sera pas lui parce qu'il a été prolongé à la Cour des comptes, mais plutôt un profil comme ça, parce qu'en fait... On peut toujours démissionner, non ? Il peut toujours démissionner, mais en fait, et si on le propose, peut-être certainement qu'il y réfléchira. Mais je pense que le sujet pour tous les socialistes, c'est celui-ci. C'est qu'en fait, il faut quelqu'un qui ait suffisamment d'autorité sur les socialistes, donc qui est potentiellement présidentiable. Et qui soit crédible d'un point de vue budgétaire. Donc, en fait, ça fait plutôt un social-démocrate, mais que les sociodémocrates risquent d'être taxés par les anciens de la France, enfin ceux qui sont de la France insoumise comme des sociotraites, etc., comme ce qu'ils font habituellement. Donc en fait, ça élimine un certain nombre de personnes et toutes ces personnes qui pourraient incarner ça veulent être candidats à l'élection présidentielle et ne peuvent pas le faire s'ils arrivent à Matignon. Bon, après, on arrête le jeu des hypothèses, mais Roland Quérol, dernier nom, on y reviendra, elle n'est pas nécessaire. Moi, je serais plus mesuré parce que le président de la République est à 15. Il n'a jamais été aussi bas dans les enquêtes d'opinion. Il a quasiment le record de l'histoire. En fait, il est presque au record de l'histoire. C'était le plus bas de l'histoire, c'est François Hollande à 14. Son Premier ministre sortant, parce qu'il va partir lundi, François Bayrou est le Premier ministre le plus impopulaire de l'histoire. Et on a vu notamment que si les différentes oppositions étaient moins contre voter le budget avant l'été, on a vu qu'au final, le retour en vacances, le retour en circonscription a retourné sur Bayrou et a accentué sa fin, dans la mesure où la pression populaire était trop importante sur des mesures... Il a donné du sien, Bayrou. Il a fait fort aussi, il a accéléré son... Il aurait voulu se suicider, il n'aurait pas fait mieux. Il n'aurait pas fait autrement, je suis d'accord avec vous. Donc ça, je mettrais quand même un bémol, c'est-à-dire qu'il pouvait penser ça, mais il peut moins le faire dans la mesure où il est quand même impopulaire. On voit Jean-Luc Mélenchon qui arrive pendant ce temps. On l'écoutera dans un instant en direct de la braderie de Lille où il a prévu de s'exprimer pendant 1 heure. Et LFI dans tout ça, c'est l'occasion de vous poser la question. Est-ce que le parti de Jean-Luc Mélenchon est complètement cornerisé en ce moment ? Est-ce que les socialistes ont à nouveau repris toute la lumière ? Oui, moi j'ai l'impression que Jean-Luc Mélenchon fait une erreur, on est essentiel, c'est lors de la constitution de la NUPES en 2022, il aurait dû faire le même coup qu'avait fait François Mitterrand dans les années 70. Pour rappel, François Mitterrand reprend le Parti socialiste, s'installe comme le leader de la gauche au nom de l'union de la gauche et en fait prend l'opinion publique à témoin du cœur électoral de la gauche
pour en fait s'imposer comme candidat et comme leader des différentes coalitions. Le problème, c'est que Jean-Luc Mélenchon n'a voulu ni incarner l'union de la gauche, ni n'a voulu porter une coalition parlementaire, parce qu'en fait, depuis le début, il pense que pour incarner la gauche, il faut éliminer et éradiquer le Parti socialiste et éradiquer ses différentes composantes pour les soumettre. Et je pense que c'est ça son erreur qui a fait qu'au fil des scrutins et au fil de ses positions de plus en plus radicales, il a pu faire émerger une gauche anti-mélenchonisée qui n'est pas forcément le Parti socialiste, mais on voit bien que dans les enquêtes d'opinion, soit un Glucksmann, soit un autre émerge, non pas parce qu'ils incarnent quelque chose, mais parce qu'ils incarnent une gauche anti-Mélenchon. Ça pouvait être Fabien Roussel à une époque, c'était Glucksmann maintenant, ça peut être quelqu'un d'autre demain. Vous pensez à envie que ça lui plaît, cette idée du chaos relatif qui pourrait arriver en fait, la semaine prochaine? Il y a ça, mais moi je pense que quand on regarde le fil, il y a plusieurs choses qui marquent Mélenchon. Le premier, c'est qu'il a un avantage à gauche, c'est que c'est le plus charismatique. C'est-à-dire quand vous regardez tous les orateurs de gauche, c'est celui qui a le plus de dynamisme, celui qui a le plus de charisme. Et en fait, il y a une remarque qu'on peut faire, c'est-à-dire que même si son construction de discours est décousue, au moins les gens restent scotchés parce qu'il a une capacité d'incarnation incroyable, un peu comme l'avait François Mitterrand dans les années 70 et dans les années 80. Autre point, moi quand j'ai repris tout le fil, je pense que son objectif c'est de faire appel à toutes les références de gauche depuis 1789. Il a pris celle de la Révolution de 1789. Il a fait référence avec le blocage complet à la référence du Nouveau Front Populaire. Il a parlé comme François Mitterrand. Il est à l'endroit électoral de Pierre Mauroy qui est Premier ministre de l'Union de la gauche. Il a également parlé de la question écologique. Il a parlé de la question de l'industrie qui est chère aux communistes. Et en fait, quand vous prenez tous ces fils, il a pris toutes les histoires de toutes les gauches depuis 1789. Il a parlé de la République, de Gambetta. Il a parlé de tous les points qui étaient les plus importants de toute l'histoire de la gauche depuis 1789. Et son objectif est d'incarner cette gauche-là. Son deuxième objectif, c'est de se détacher le plus possible du macronisme, parce que je pense qu'il fait l'analyse, comme en Italie, que la gauche social-démocrate, que la droite chrétienne-démocrate et que le centre vont s'effriter et qu'il y aura un grand duel entre une gauche radicale et une droite nationale, comme ce qui se passe en Italie entre le mouvement 5 étoiles et la droite de Giorgia Meloni. Et donc, son pari, c'est que plus on est éloigné de Macron, plus on est éloigné du bloc central et donc des thèmes posés du bloc central, plus on a de chances de survivre à ce qu'il appelle le dégagisme. Et puis, il arrive sur son dernier point, même s'il est parlé dans cet ordre-là, mais je pense que sa conclusion est dessus, c'est que lui, son analyse est la suivante, c'est qu'en fait, tout le monde va être dégagé, Faure va être dégagé, Macron va être dégagé, Retailleau va être dégagé, tout ça va être dégagé, et que lui a besoin d'incarner une partie protestataire et révolutionnaire parce qu'il pense, dans son analyse du 8 et du 10, que les Français n'en peuvent plus et qu'ils veulent opérer une révolution de système. Et que l'analyse qui porte, j'imagine, d'un point de vue électoral, c'est que le vote et le carburant du vote Rassemblement national est à la fois un vote sur les questions migratoires, mais également un vote contre Macron et contre le système, et que lui veut essayer de capter à tous les niveaux. Il veut apparaître comme celui qui incarne la protestation des colères populaires, des colères des catégories intermédiaires en France. Et à ce moment-là, on arrive sur la contradiction majeure de Jean-Luc Mélenchon. On va se poser la question, pourquoi est-ce qu'il est aussi radical et pourquoi est-ce qu'il ne va pas plus au centre pour parler davantage à la gauche? Moi, je pense que son pari est simple. C'est qu'en fait, il se dit que les Français en ont marre de la classe politique actuelle. Il y a un sondage de l'Ipsos qui dit que 85% des Français considèrent que les hommes politiques travaillent davantage pour eux que pour leur intérêt. Il y a un autre point aussi qui considère que les élus sont trop payés et qu'ils obtiennent beaucoup moins de résultats que c'était dans les dernières années. Et que lui, finalement, est un apparatchik du Parti socialiste, qu'il a 50 ans de mandat dans le dos, qui s'est, entre guillemets, enrichi sur l'argent public, et donc a besoin d'incarner une forme de radicalité pour incarner cette colère que lui voit, pour en fait aller face à Le Pen et battre Le Pen au deuxième tour. Je pense que c'est pas complètement... Enfin, ce qui est vrai. Vous avez essayé de vérifier? J'ai vérifié. Alors, tout ce qu'il dit n'est pas complètement faux, mais en fait, il prend des calculs qui ont été repris par aucun économiste et aucun économiste contemporain. En fait, la difficulté, c'est ce qu'avait dit un peu votre sociologue, c'est qu'il reprend des thèses qui ont été appliquées dans les années 40 à 70. Or, la difficulté des thèses keynésiennes, c'est qu'on ne les applique pas, non pas parce que les gens sont méchants ou parce que les gens sont des méchants néolibéraux, mais parce qu'en fait, les thèses keynésiennes, dans les années 70, et notamment avec les deux chocs pétroliers, ont provoqué une croissance qui est inférieure à l'inflation. Donc, si votre croissance est inférieure à l'inflation, tous les salariés payent de l'argent, et c'est ça qui a conduit en fait à mettre en place des banques centrales indépendantes en fait pour réguler le taux d'inflation et diminuer le taux d'inflation par rapport au taux de croissance. C'est tout simplement ça en fait. C'est pour ça qu'on est passé à ce qu'on appelle la mondialisation du blabla. Mais quand il dit qu'on est dans une société, enfin ou en tout cas que les politiques actuelles sont dans un discours de peur permanent, que c'est pas vrai, qu'on n'en est pas à ce point-là, que c'est même bien moins pire qu'avant puisqu'on était à 7% du déficit et puis on est à 2 en fait. Est-ce que c'est vrai? Sur le papier, c'est vrai. Mais là où c'est complètement différent, c'est qu'on n'est pas du tout dans le même cadre. En fait, pourquoi est-ce que la charge de la dette est beaucoup moins élevée aujourd'hui, donc en 2025, plutôt que dans les années 90? Tout simplement parce qu'on a l'euro. Or, la difficulté qu'on a,
c'est qu'en fait, pour faire stabiliser l'euro, et c'est ce qui s'est passé, et que lui le mentionne très bien dans la crise des dettes souveraines, c'est qu'en fait, l'euro n'a pas de gouvernance commune, si ce n'est celle de la Banque centrale européenne, et celle qu'on appelle des traités de Maastricht, et donc des critères de convergence. Or, pour qu'un pays respecte les critères de convergence, il faut s'approcher de ce qu'on appelle les fameux 3% de déficit. Si vous approchez pas des fameux 3% de déficit, vous mettez comme la Grèce, l'Italie, l'Espagne et le Portugal à l'époque, hors des critères. Or, comme il n'y a pas de solidarité européenne, qu'il n'y a pas d'État fédéral européen capable de renflouer la caisse, comme ce qui est le cas aux États-Unis, en fait, vous devez vous emprunter ce qu'on appelle les marchés financiers. Deuxième point, comme la France dépense plus que ce qu'elle gagne, la France doit emprunter chaque année entre 150 et 300 milliards d'euros. Et donc, si vous n'avez aucun prêteur qui vous prête de l'argent, vous faites défaut. Et si vous faites défaut, à ce moment-là, on arrive dans le discours de Bayrou, vous ne pouvez pas payer les fonctionnaires, vous ne pouvez pas payer les allocations familiales, vous ne pouvez pas payer les subventions et vous ne pouvez pas payer mais William, les ce que rappelle Jean-Luc Mélenchon a raison, c'est que chaque fois qu'on cherche à emprunter de l'argent sur les marchés financiers, il y a 3 fois plus de prêteurs. Donc dire que si un jour il n'y a plus, c'est agiter une peur qui n'est pas présente. Catherine, et par contre,